À l'époque où la terre d'Algérie se couvre de blé mûr, on peut, de nos jours encore, saisir des scènes de moisson qui restituent un lointain passé. Le paysan musulman, le fellah, dont Ahmed est l'image, se partage entre son champ et sa maison, où vivent ses vieux parents, son épouse et ses enfants, et près de laquelle il élève le petit troupeau familial. À l'heure du Maghreb, il est tout à la joie de voir éclater sous les pieds des bêtes les lourds épis et de sentir les beaux grains de blé couler entre ses doigts. Car cette année, par la grâce d'Allah, la moisson est belle. Selon la tradition, notre ami est heureux de porter lui-même au silo de réserve une partie de sa récolte, afin que les pauvres en aient leur part et que soit accomplie la volonté du prophète. La moisson est belle. Ahmed agrandit sa demeure pour marier son fils aîné, devenu en âge de fonder une famille. Il ne peut, hélas, agrandir son lopin de terre sur lequel tous devront vivre. Mais tout ira bien s'il plaît à Dieu. Hélas, l'année suivante, un incendie détruit en une journée le fruit d'un dur labeur. Ahmed ne désespère pas, mais dans le ciel apparaissent de nouvelles nuées. La grêle qui achante et vidant les épis anéantit les espérances d'une récolte hier encore pleine de promesses. Puis c'est la sécheresse. La malédiction divine s'est-elle abattue sur lui? Les criquets, plaies de l'antique Égypte, dévorent cette année son blé en épis. Bien des ans ont passé. Qui reconnaîtrait dans ce vieillard usé, courbé, presque vaincu, Ahmed, le rude et solide paysan d'autrefois, qui s'interroge sur la vanité de tant d'années d'efforts? S'il reprend le chemin du silo de charité, c'est cette fois pour y quêter quelques mesures de grains qui suffiront à peine à la subsistance des siens. Après bien des hésitations, il se voit contraint de frapper chez l'usurier et, engageant tous ses biens, de lui emprunter de quoi tenter une nouvelle campagne. Si, une fois encore, le sort lui est contraire, sa famille et lui-même seront réduits à la plus noire misère qui attend ceux qui n'ont même plus de toit. L'administration française se devait de mettre un terme à la précarité dans laquelle vivaient la plupart des fellahs musulmans. Et dès 1867, se formèrent sous l'impulsion d'administrateurs dévoués des sociétés de prévoyance et d'assistance mutuelle qui devaient permettre aux agriculteurs musulmans de lutter contre les aléas d'une nature ingrate. Connues sous le nom de SIP, elles s'étendent de nos jours sur l'ensemble de l'Algérie et comptent plus de 600 000 adhérents. Grâce à l'appui financier de leur banque, le Fonds commun des SIP, elles interviennent d'abord dans le domaine du crédit. L'agriculteur musulman trouve auprès de ces sociétés l'appui financier qui lui évite le chemin de l'usure. Veut-il compléter son équipement? La SIP met à sa disposition un matériel spécialement étudié et dont l'emploi lui est expliqué sur place par un technicien agricole. Son attelage est-il insuffisant? On lui fournit un cheptel de traits et les harnachements nécessaires. Pour améliorer le rendement de son champ, la SIP lui consent des prêts d'engrais qu'il remboursera à la récolte. Il y trouvera également les produits divers nécessaires à l'agriculture, liens, ficelles, graisses, etc. Également des semences variées qui lui permettront d'entreprendre de nouvelles cultures. Mais l'activité essentielle des SIP réside dans les prêts de semences de céréales. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de fellahs viennent chercher au dock-silo des sociétés les grains de qualité qui leur assureront de bonnes semailles. Tout le monde paraît content, sauf la mule. Ces semences ne sont distribuées aux agriculteurs
qu'après une minutieuse sélection effectuée dans de magnifiques champs d'essai, orgueil de l'agriculture moderne. Puis les techniciens agricoles déterminent avec précision les caractéristiques des semences. Ces efforts portent leurs fruits et d'abondantes récoltes nécessitent souvent l'emploi d'un matériel mécanique moderne. La CIP fonctionne également comme coopérative de céréales et prend livraison sur place des récoltes qu'elle achète à ses sociétaires. Sur tout le territoire, témoins imposants de l'essor agricole de l'Algérie, d'immenses docks silos, véritables cathédrales du blé, reçoivent et conservent dans les meilleures conditions les récoltes de céréales des agriculteurs adhérents des CIP ou des coopératives. De ces docks partiront par fer et par route les céréales nécessaires au ravitaillement des régions non productrices, la Kabylie par exemple, où le plus lointain village reçoit la visite des camions de la CIP. La première CIP fut créée à Miliana en 1867 par un officier français, le général Liébert. Leur réseau couvre de nos jours l'ensemble du territoire algérien. Chaque maille de ce réseau formant un tout économique constitue un secteur d'amélioration rurale où la Société indigène de prévoyance concentre ses puissants moyens d'action moderne et préfigure la future cité rurale. Et c'est ainsi que le secteur où vit le vieil Ahmed a un beau jour été inclus dans cette vaste organisation. L'administrateur a rassemblé les fellahs et leur a exposé le but, les méthodes et les moyens du SAR. Il trouve un auditoire attentif, mais le vieil Ahmed ne semble pas persuadé. Et malgré l'intervention chaleureuse d'un voisin, il refuse de se laisser convaincre et de donner son adhésion. Il craint que la terre ne lui échappe, que la récolte ne lui appartienne plus. Il redoute en définitive une intervention dont il n'a pas saisi la portée généreuse. Ce qu'il refuse, ce sont les moyens d'une technique moderne. Puissants tracteurs, matériel mécanique spécialement étudié, charrues lourdes, méthodes culturales nouvelles que les SAR mettent à la disposition de tous leurs adhérents. À la saison des labours, notre ami, avec son attelage éthique et sa charrue de bois qui évoque les scènes des temps bibliques, gratte le sol de son lopin. Pendant ce temps, le SAR envoie à ses adhérents son matériel moderne. Intrigué, il arrête son attelage. Un tracteur dans le champ du voisin bouleverse sans effort la glèbe. Près de l'engin, le technicien du SAR donne les explications et précise l'intérêt des labours profonds qui suppléent à une pluviométrie insuffisante. Têtu, le vieil Ahmed ne reconnaît pas son erreur, et s'il frappe 2 fois plus fort sa pauvre bête, le soc de son arrière ne fera pas l'ouvrage de cette charrue à disque qui en quelques heures aurait labouré son champ. Mais il n'a pas fini de s'étonner. Son voisin, équipé en matériel léger et en cheptel de trait, recroise maintenant les labours du tracteur. Ce matériel, ces bêtes, c'est le SAR qui les lui a procurés. De même, ces semences magnifiques, pleines de promesses qu'un camion lui apporte sur place. De ces blés que le voisin d'Ahmed sème lui-même à la volée, jaillira cette superbe récolte qui mûrit au soleil. Le voilà pensif. Devant sa maigre récolte, les avantages du SAR commencent à lui apparaître. Un doute cependant le retient. Ce blé, à qui appartiendra-t-il après les moissons? La réponse lui est donnée.
par ces scènes de battage où les adhérents du SAR traitent eux-mêmes leurs récoltes, dont ils vont ensuite livrer librement l'excédent aux magasins de leur société. Tandis qu'ils mettent en réserve dans le silo familial qu'ils ont fait construire chez eux la quantité nécessaire à leur consommation de l'année. Mieux vaut tard que jamais. Ahmed s'est laissé convaincre et il signe avec empressement le contrat qui lui assurera les mêmes avantages qu'aux autres. Maintenant, le voilà sur le terrain, indiquant lui-même au conducteur du tracteur les limites de son champ. Là où son étroite charrue ne faisait qu'érafler la terre, le tracteur passe à son tour et creuse un large sillon, symbole de l'action féconde de l'administration française qui sait convaincre sans contraindre. Pour les fellahs dépourvus de terre, les SAR de recasement réalisent une sorte de coopérative de travaux en commun. Écurie commune, harnais, matériel aratoire, maréchal ferrant. Technicien agricole à qui incombe la responsabilité de la conduite de l'ensemble. Ces moyens permettent aux fellahs d'accéder à une condition de vie meilleure. Ailleurs, l'introduction de cultures nouvelles crée de la richesse. La lentille, par exemple, ignorée jadis des agriculteurs musulmans. De même celle du tabac qui, dans d'autres régions, fait vivre la main-d'œuvre nombreuse qu'exigent les opérations de séchage. Pour des cultures anciennes comme celle de l'olivier, de nouvelles méthodes ont également été employées par le SAR et la conquête d'immenses étendues de terre situées dans la zone pré-saharienne jusqu'alors déserte donne à de nombreuses familles de fellahs l'occasion d'un travail régulier. Travail considérable et délicat dans les débuts puisqu'il exige une multiplicité d'opérations. Piquetage, creusement des trous, mise en terre des souchets, éclats de racines d'olivier sélectionnés d'où jaillira l'arbre. Arrosage réalisé par camion-citerne. Aménagement de rigoles pour capter les eaux de ruissellement, car l'eau est rare dans ces contrées balayées par les vents de sable. Façon culturale répétée pour ameublir le sol et lui conserver sa faible humidité. Lorsque l'arbre aura 2 ans, le fellah, futur oléiculteur, apprendra d'un chef de culture spécialisé la technique de la taille, et bientôt, de vastes oliveraies couvriront les collines. Là où le ruissellement des eaux a raviné le sol, le SAR, en collaboration avec le service de la défense et de la restauration des sols, entreprend de sauver la montagne. La technique qui met en action de puissants engins mécaniques consiste à aménager selon les courbes de niveau des banquettes qui permettront d'effectuer sans risque d'érosion des plantations d'arbres fruitiers et d'entreprendre des cultures nouvelles, variées, sources de richesse pour des fellahs particulièrement déshérités. Parallèlement, le SAR poursuit un vaste programme d'extension de l'élevage du mouton dans les régions steppiennes des hauts plateaux et du sud. Au centre de traitement, les moutons sont plongés dans un bain anti-galeux. Vaccinés contre les maladies épidémiques.
et traité par voie buccale contre les parasites intestinaux. Ces clôtures, ce sont des réserves d'herbage pour les années sèches. Contre les maraudeurs, de vigilants gardiens à cheval, chargés par les pasteurs du Sarre de protéger le fruit de leur prévoyance, savent intervenir à temps. Pour compléter l'action des Sarres, des organismes coopératifs de motoculture mettent à leur disposition de puissants moyens mécaniques. C'est là une nouvelle manifestation de la fusion intime des intérêts des agriculteurs européens et musulmans. Non content de donner du travail aux agriculteurs musulmans et d'augmenter le rendement de leur culture, le Sarre leur permet de se loger dans de meilleures conditions. Les formules d'habitat varient selon les régions. Parfois, c'est un habitat groupé qui préfigure la future cité rurale. Autour des bâtiments communs se pressent les premières maisons du village. Quelle différence entre ce coquet village et la tente que ses habitants ont abandonné pour jouir d'un confort qu'ils n'avaient jamais connu. La maison communale, l'école, la mosquée, l'infirmerie symbolisent la vie de la cité, germe de toute civilisation. Ailleurs, ce sont des fermes dispersées qui facilitent la transition entre la vie errante du nomade et l'existence paisible du sédentaire. Autour des maisons, de petits jardins où chacun se livre à la culture potagère entre les travaux des champs. Des fontaines publiques remplacent les anciens abreuvoirs fangeux et distribuent une eau saine, sans crainte de contamination. Pour relier toutes ces petites fermes, un réseau de routes carrossables a été réalisé par les soins des fellahs eux-mêmes. Dans d'autres cas, il a été suffisant d'améliorer la résidence habituelle des fellahs en mettant à leur disposition les matériaux nécessaires. D'autres enfin s'édifient selon des formules d'urbanisme adaptées à la région. Administrateurs et représentants élus des populations locales suggèrent sur place de nouvelles réalisations. Pour que la population musulmane d'Algérie mange à sa faim et vive heureuse, il faut rompre définitivement avec certaines habitudes d'un passé révolu et s'adapter résolument au rythme de la technique agricole moderne. « 2 millions d'habitants en 1830 pour 9 millions en 1949 dans un pays aux ressources agricoles limitées, tel est le problème. Il peut être résolu à condition de travailler mieux pour produire plus. 1 million d'hectares emblavés selon la technique moderne produit 9 millions de quintaux de céréales, alors que 2,5 millions d'hectares cultivés selon la technique traditionnelle n'en produisent que 7. Grâce au Sarre, il serait possible d'augmenter le rendement de ces terres de 2 à 3 quintaux à l'hectare, répondant ainsi à tous les besoins des populations algériennes. Sans heurter le traditionnalisme du fellah musulman, l'Algérie a su mettre sur pied une organisation qui rassemble toutes les forces vives d'une économie rurale en pleine évolution et dont les réalisations peuvent soutenir la comparaison avec celles de pays économiquement plus favorisés. C'est le génie de la France d'avoir découvert le paysan algérien pour qui la meilleure récompense de sa peine est de voir sur ces terres fécondes le blé alourdi peser au bout des chaumes, proclamant en chacun de ses épis que la moisson sera belle.
moisson est belle. Selon la tradition, notre ami est heureux de porter lui-même au silo de réserve une partie de sa récolte, afin que les pauvres en aient leur part et que soit accomplie la volonté du prophète. La moisson est belle, Ahmed agrandit sa demeure pour marier son fils aîné, devenu en âge de fonder une famille. Il ne peut, hélas, agrandir son lopin de terre sur lequel tous devront vivre, mais tout ira bien s'il plaît à Dieu. Hélas, l'année suivante, un incendie détruit en une journée le fruit d'un dur labeur. Ahmed ne désespère pas, mais dans le ciel apparaissent de nouvelles nuées. La grêle qui achante et vidant les épis anéantit les espérances d'une récolte hier encore pleine de promesses. Puis c'est la sécheresse. La malédiction divine s'est-elle abattue sur lui? Les criquets, plaies de l'antique Égypte, dévorent cette année son blé en épis. Bien des ans ont passé. Qui reconnaîtrait dans ce vieillard usé, courbé, presque vaincu, Ahmed, le rude et solide paysan d'autrefois, qui s'interroge sur la vanité de tant d'années d'efforts? S'il reprend le chemin du silo de charité, c'est cette fois pour y quêter quelques mesures de grains qui suffiront à peine à la subsistance des siens. Lui consent des prêts d'engrais qu'il remboursera à la récolte. Il y trouvera également les produits divers nécessaires à l'agriculture, liens, ficelles, graisses, etc. Également des semences variées qui lui permettront d'entreprendre de nouvelles cultures. Mais l'activité essentielle des CIP réside dans les prêts de semences de céréales. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de fellahs viennent chercher au dock silo des sociétés les grains de qualité qui leur assureront de bonnes semailles. Tout le monde paraît content, sauf la mule. Ces semences ne sont distribuées aux agriculteurs qu'après une minutieuse sélection effectuée dans de magnifiques champs d'essai, orgueil de l'agriculture moderne. Puis les techniciens agricoles déterminent avec précision les caractéristiques des semences. Ces efforts portent leurs fruits et d'abondantes récoltes nécessitent souvent l'emploi d'un matériel mécanique moderne. La CIP fonctionne également comme coopérative de céréales et prend livraison sur place des récoltes qu'elle achète à ses sociétaires. Sur tout le territoire, témoins imposants de l'essor agricole de l'Algérie, d'immenses docks silos. Après bien des hésitations, il se voit contraint de frapper chez l'usurier et, engageant tous ses biens, de lui emprunter de quoi tenter une nouvelle campagne. Si, une fois encore, le sort lui est contraire, sa famille et lui-même seront réduits à la plus noire misère qui attend ceux qui n'ont même plus de toit. L'administration française se devait de mettre un terme à la précarité dans laquelle vivaient la plupart des fellahs musulmans, et dès 1867 se formèrent sous l'impulsion d'administrateurs dévoués des sociétés de prévoyance et d'assistance mutuelle qui devaient permettre aux agriculteurs musulmans de lutter contre les aléas d'une nature ingrate. Connues sous le nom de CIP, elles s'étendent de nos jours sur l'ensemble de l'Algérie et comptent plus de 600 000 adhérents. Grâce à l'appui financier de leur banque, le Fonds commun des CIP, elles interviennent d'abord dans le domaine du crédit. L'agriculteur musulman trouve auprès de ces sociétés l'appui financier qui lui évite le chemin de l'usure. Veut-il compléter son équipement? La CIP met à sa disposition un matériel spécialement étudié et dont l'emploi lui est expliqué sur place par un technicien agricole. Son attelage est-il insuffisant? On lui fournit un cheptel de traits
et les harnachements nécessaires. Pour améliorer le rendement de son champ, la CIP À l'époque où la terre d'Algérie se couvre de blé mûr, on peut, de nos jours encore, saisir des scènes de moisson qui restituent un lointain passé. Le paysan musulman, le fellah, dont Ahmed est l'image, se partage entre son champ et sa maison, où vivent ses vieux parents, son épouse et ses enfants, et près de laquelle il élève le petit troupeau familial. À l'heure du Maghreb, il est tout à la joie de voir éclater sous les pieds des bêtes les lourds épis et de sentir les beaux grains de blé couler entre ses doigts. Car cette année, par la grâce d'Allah, la véritable cathédrale du blé reçoivent et conservent dans les meilleures conditions les récoltes de céréales des agriculteurs adhérents des CIP ou des coopératives. De ces docks partiront par fer et par route les céréales nécessaires au ravitaillement des régions non productrices, la Kabylie par exemple, où le plus lointain village reçoit la visite des camions de la CIP. La première CIP fut créée à Miliana en 1867 par un officier français, le général Liébert. Leur réseau couvre de nos jours l'ensemble du territoire algérien. Chaque maille de ce réseau formant un tout économique constitue un secteur d'amélioration rurale où la société indigène de prévoyance concentre ses puissants moyens d'action moderne et préfigure la future cité rurale. Et c'est ainsi que le secteur où vit le vieil Ahmed a un beau jour été inclus dans cette vaste organisation. L'administrateur a rassemblé les fellahs et leur a exposé le but, les méthodes et les moyens du SAR. Il trouve un auditoire attentif, mais le vieil Ahmed ne semble pas persuadé. Et malgré l'intervention chaleureuse d'un voisin, il refuse de se laisser convaincre et de donner son adhésion. Il craint que la terre ne lui échappe, que la récolte ne lui appartienne plus. Il redoute en définitive une intervention dont il n'a pas